Aujourd'hui, on a invité Monsieur Chen porte une chemise à fleurs. Chen Luchang, directeur adjoint du Musée national de Chine. Le poste de directeur de musée le plus difficile au monde est celui du Musée national de Chine. Beaucoup de gens m'ont critiqué, cela m'attriste encore maintenant. Quand on est directeur de musée, on lit des trucs et puis c'est tout. Comment bien mettre à profit une visite au musée? Des dizaines de milliers d'objets anciens sont exposés là-bas. Ils coûtent combien? Ils prennent appui pour prendre des photos. Je trouve stupide de prendre des photos dans un musée. Stupide, stupide. Pour un rendez-vous galant au musée, comment faire pour que ce soit réussi? J'espère que les générations futures célébreront leur mariage au musée national. J'aurais attendu ça jusqu'au bout. Qui est cet homme de musée? L'invité du jour, Chen Luchang. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans Magistral, la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Moi, je m'appelle Sabening. Comme on va parler de musée, je vais faire un petit sondage. Depuis un an, précisément depuis mai dernier, qui d'entre vous est allé au musée? Levez la main s'il vous plaît. Viens. Autant, faut les croire. Qui y est allé plus de 2 fois? Ils sont encore assez nombreux. Quand j'étais petit, l'école organisait des excursions ou d'autres activités au printemps. On choisissait toujours le musée. Et après, il fallait écrire une composition. Bien des années plus tard, j'ai réalisé que tous les comptes rendus de mes visites au musée se terminaient de la même manière. Avec la joie d'avoir acquis ces connaissances, je suis rentré chez moi. Aujourd'hui, nous avons invité un spécialiste prestigieux. C'est peut-être celui qui a fait le plus de visites au musée et écrit le plus d'articles là-dessus. Applaudissons s'il vous plaît le directeur adjoint du Musée national de Chine, Monsieur Chen Luchang. Bonjour Monsieur Chen. Bonjour. Bonjour. Bien, asseyez-vous. Maintenant que Monsieur Chen est parmi nous, est-ce que vous trouvez qu'il a tout à fait l'air d'un responsable de musée? Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. Avant votre arrivée, notre réalisateur m'a dit « Monsieur Chen porte une chemise à fleurs assez coquette ». Donc quand vous êtes entré, je vous ai observé et je me suis dit « Mais non, pas du tout, c'est juste une belle chemise blanche très propre ». Mais quand je me suis approché, effectivement, j'ai vu les petites fleurs. Pourriez-vous nous faire une courte liste des plus grands trésors du musée national? C'est la question que je redoute le plus. Parce qu'ils sont trop nombreux? Le musée national conserve des objets anciens et des objets d'art de toutes époques sur une période de plus de 5000 ans. Parmi ces 1,33 million d'objets, c'est très difficile de dire lesquels sont plus précieux et lesquels le sont moins. Pas question de les comparer. Prenez le bronze rectangulaire Hongwu de la dynastie Shang, un trésor national, et cette poterie au motif de danseurs. On ne peut pas les comparer. Ces nombreuses antiquités de différentes périodes témoignent du parcours de la civilisation chinoise, dont aucune période ne peut être négligée. Chacun de ces objets est témoin de l'histoire. En regardant un seul, cela ne suffit pas. Il faut les regarder de manière systématique, plutôt que de manière séparée. En fait, je crois que la question la plus difficile, ce n'est pas de vous demander de faire une liste, mais de vous demander combien coûtent ces trésors. Ceux qui le font sont rares. Comme la plupart des gens savent que les collections du musée sont inestimables, personne n'en demande le prix. Maintenant que vous avez une idée de mon niveau, quels sont les trésors, puis quel est leur prix? Je plaisante bien sûr. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants ici. À 8 h du matin, Monsieur Chen commence son travail, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choses de type loisir, puisque quand on est responsable de musée, il lit des trucs et puis c'est tout. Bah moi, je pense
Il joue à des jeux comme Ninja Fruit. Peut-être qu'il regarde des films d'action. Très bien. Comme ça, tous les enfants vont rêver d'être directeurs de musée. Demain, je vais conseiller à notre directeur de me décharger un peu, de me laisser couper des fruits, Regardez des films d'action. regarder des films d'action. Les enfants, il faut savoir que les antiquités, les collections, il y a le personnel qui s'en charge, pas moi. Le responsable ne regarde même pas les expositions. Mais alors, quel est votre travail en fait? Mon travail... Même vous? Eh oui, qu'est-ce que je fais chaque jour? Résumons. Négociation, coopération, exposition. Vous l'avez dit à ma place, c'est très clair. Mais c'est juste une partie. Notre travail comprend par exemple les collections, les expositions, la recherche, les échanges et l'éducation. Et puis l'archéologie, le périodique du musée. Voilà, moi-même je m'occupe de nos comptes Weibo et WeChat. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Monsieur le directeur adjoint est très occupé. Alors que fait son directeur? Si vous faites tout ça, que fait le directeur? Ah, il m'oriente dans mon travail. Mais vous n'avez pas le temps de vous amuser, de jouer par exemple de temps en temps aux échecs, aux cartes? Ça n'a jamais eu lieu jusqu'ici. D'accord. Mais je peux essayer. Aujourd'hui, Monsieur Chen est là non seulement pour nous présenter le musée, mais aussi pour nous raconter son histoire avec le musée, où il travaille depuis si longtemps. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Chen. Applaudissements pour Monsieur Chen. Bonne séance. Merci. Merci à Sabeining de me céder la place. La photo derrière moi, ce n'est pas un magasin, ni un cinéma, mais le hall ouest du musée national, un endroit par lequel le public doit passer. C'était le 12 août 2015, à 16h28. Quand je suis passé par cet espace public, j'ai vu cette scène. J'ai sorti mon appareil photo et j'ai pris une photo. À 16h28, le musée allait bientôt fermer, comme tous les jours. Je peux vous dire que le musée national de Chine a été classé en 2014 par la Theme Entertainment Association des États-Unis comme le deuxième musée le plus visité du monde après le Louvre en France. Il y a 5 ans, on n'avait que 3 millions de visiteurs. Maintenant, on en accueille plus de 7,6 millions par an. Notre musée s'est développé très vite et s'est hissé à un haut niveau. Quand le pays se renforce, ces musées se renforcent. Quand les musées se renforcent, la culture du pays se renforce. Les musées tendent à devenir la fenêtre la plus importante d'un pays ou d'une ville. Moi-même, j'ai visité plus de 160 musées dans le monde, mais c'est difficile de connaître de manière exhaustive toutes les collections, parce qu'elles évoluent constamment. Donc il faut continuer de fréquenter les musées. Les musées sont vivants avec leurs expositions. Les célèbres musées occidentaux ont de riches collections d'objets d'art chinois. Mais le musée national de Chine n'a pas de collections étrangères. Cela nous chagrine beaucoup. Nous devons donc faire venir des expositions étrangères. L'année 2014 a enregistré le plus grand nombre de visiteurs dans l'histoire de notre musée. Ce nombre était de 7,66 millions. Lors du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, on a organisé une exposition spéciale, intitulée 10 chefs-d'œuvre de la peinture française. Bien que peu nombreux, ces chefs-d'œuvre venaient du Louvre, de Versailles, du centre Georges Pompidou, du musée d'Orsay et du musée Picasso, 5 musées très connus. Pourquoi est-ce formidable ? Parce que ces 5 musées ne coopéraient pas entre eux. Dans l'histoire de l'art français, ces 10 œuvres figurent parmi les 100 plus grands chefs-d'œuvre. Même si ces 10 œuvres étaient exposées en même temps à Paris,
il fallait aller dans 5 musées différents pour les voir. Alors que sans partir à l'étranger, au musée national, vous pouviez les voir toutes. Normalement, pour organiser une telle exposition, de la planification à l'ouverture, cela nécessite au moins 3 ans, voire même 5 ou 6 ans ou même plus. Mais il ne nous a fallu que quelques mois. En moins de 6 mois, cette exposition a été présentée au public. C'était le fruit de nos efforts. Je crois que c'est un sujet à la fois familier et méconnu. Que doit être un musée? À part les collections spéciales, l'architecture magnifique, les installations polyvalentes, un musée doit être notre deuxième salle de classe. Un musée doit être un espace de loisirs particulier. Un musée doit aussi être une dépendance culturelle pour le grand public. On le voit bien, les musées de nos jours, dans le monde entier, deviennent de plus en plus variés. En plus des expositions, les musées ont leurs restaurants, leurs boutiques de souvenirs, leurs librairies et d'autres installations au service du public. Beaucoup de musées consacrent leurs meilleurs espaces aux installations spéciales destinées au public. Certains ne comprennent pas pourquoi un musée tient tant à proposer à manger et à boire, pourquoi il ouvre tant de boutiques. Je peux vous donner un exemple, mais cet exemple est un peu particulier. À Amsterdam, il y a le plus grand musée du cinéma du monde. Dans ce musée du cinéma, chaque année, plus des 2/3 des visiteurs ne viennent pas pour les expositions, mais pour boire un café et manger. C'est la fonction loisir du musée. C'est un élément qui est important pour former la dépendance culturelle du public à l'égard de leur musée. Sans un service de haute qualité, sans donner au public un service de loisir en plus de ses fonctions d'éducation et de culture par exemple, le musée, selon moi, ne peut pas se développer correctement à l'ère contemporaine. Tout à l'heure, j'ai vu que la plupart d'entre vous avaient visité des musées, même plus d'une fois. Mais je ne sais pas si vous avez déjà visité le musée national. On résume souvent le musée national par 3 phrases. Il est le temple ancestral de la culture chinoise. Il est le salon culturel du pays. Et il est la source du rêve chinois. En novembre 2012, le secrétaire général Xi Jinping et d'autres membres du bureau politique sont allés visiter au musée national l'exposition permanente La Voie de la Renaissance. Il faut noter que c'était avant l'heure d'ouverture du musée au public. Il n'y avait pas de tapis rouge ni de fleurs et à 9 h du matin, à l'heure de l'ouverture, le public ne savait pas ce qui s'était passé. Au cours de cette visite, Xi Jinping a parlé du rêve chinois, du redressement de la nation. Dès lors, tout le monde s'est représenté son rêve chinois. Vous ne savez sans doute pas ce qu'est mon rêve chinois. Mon rêve chinois est très simple. Il contient juste 2 points. D'abord, j'espère que les barrières au musée national diminueront, voire disparaîtront. Sur ce point, je suis assez triste parce que le musée national de Chine est le musée avec le plus grand nombre de barrières au monde. Ensuite, j'espère que nos générations futures célébreront leur mariage au musée national. Dans le monde entier, les jeunes aspirent à célébrer leur mariage dans des musées importants. Si les jeunes célèbrent leur mariage au musée, quand ils auront leurs enfants, ils les emmèneront aussi au musée et ils leur diront que c'est là que leur noce a eu lieu et quels sentiments ils ont pour la culture. Les petits-enfants diront à leurs propres enfants que leurs parents et leurs grands-parents ont tous célébré leur mariage dans ce musée. De génération en génération se formera un attachement culturel. Et c'est là ce que je pense être la véritable raison d'être et la valeur du musée.
Ces deux rêves chinois, qui ne sont pas très exigeants, sont pourtant assez difficiles à réaliser dans la Chine actuelle. Donc, dans cet espace public particulier, nous espérons que le public fréquentera davantage le musée, et pas seulement une ou deux fois. J'espère que vous vous donnerez rendez-vous au musée. J'espère que vous fêterez vos anniversaires au musée. J'espère que vous y ferez des visites spéciales. J'espère que devant le chaudron rectangulaire Homuwu, vous pourrez dire à vos enfants vos impressions d'avant et de maintenant. Dans ce musée, des milliers d'objets anciens et d'œuvres d'art sont exposés. Ils diffusent silencieusement, chacun à leur place, un message culturel à tous les visiteurs de passage. Ces messages, longs ou courts, lointains ou proches, montrent tous la culture chinoise. C'est là la mission historique particulière que notre musée assume aujourd'hui. J'espère que mon discours d'aujourd'hui pourra toucher tous ceux qui sont présents ici et que vous visiterez le Musée national de Chine plus d'une fois. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chen. Bienvenue à tous, vous êtes en train de regarder Magistral. C'est la première classe ouverte télévisée pour vous, les jeunes de Chine. Merci, asseyez-vous. Après vous avoir écouté, je me demande si je n'ai pas manqué des centaines de millions de choses. Le Musée national de Chine a organisé énormément d'expositions. J'ai dit à mes collègues, désespérés, pourquoi je n'en ai visité aucune? Où puis-je trouver ces informations? On a nos comptes officiels sur Weibo et WeChat. Par exemple, notre compte Weibo est classé à la 6e place dans le système des établissements de services publics du pays. Quand je dis à des directeurs de musées étrangers qu'on a environ 6 millions d'abonnés, ils sont surpris. On profite de ces moyens pour présenter et promouvoir nos expositions. C'est pourquoi le nombre de nos visiteurs a considérablement augmenté ces dernières années. L'excellence d'un musée ne dépend pas que d'un seul aspect, mais de la synergie entre différents facteurs. C'est seulement de cette manière qu'un musée peut devenir un grand musée et un musée important et atteindre ce niveau-là. Vous savez, pendant votre discours, eh bien, nos spectateurs ont écrit des questions. Le principe, chaque classe a son représentant, et cet élève là-bas, vous voyez, a l'air très très fort. Comment le musée réunit-il les antiquités? Comment le musée sait-il que telle pièce doit former un ensemble? Certaines antiquités sont composées de beaucoup de pièces. Par exemple, le costume funéraire de jade des Han est constitué de nombreux morceaux de jade attachés entre eux avec du fil d'or. Les experts en antiquité passent toute leur vie à étudier ces objets. Comment ont-ils été assemblés? Comment peut-on rassembler les pièces et réparer les objets abîmés? C'est un métier à part entière. Sur le terrain archéologique, parfois on peut découvrir de minuscules indices, donc parfois les archéologues sont plus forts que les meilleurs détectives. Bonjour Monsieur Chen, je suis bénévole au musée national. Depuis 2003, je fais des présentations au public du musée, ça fait 13 ans. Merci. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on pourrait célébrer notre mariage au musée. À vrai dire, si je ne m'étais pas marié l'année dernière, j'aurais pu attendre pour ça jusqu'au bout. Mais du fond de mon cœur, j'ai un certain complexe envers le musée, qui est pour moi un endroit sacré. Vous avez parlé de beaucoup de fonctions et de services ouverts au grand public. Mais selon mon expérience auprès du public, j'ai quand même une grande préoccupation. Par exemple, devant le chaudron Homuwu, ils prennent appui pour prendre des photos et partent 10 minutes après. Maintenant, on cherche encore à attirer le public dans le musée, à l'aider à se forger des habitudes de visiter les musées. Cela m'inquiète beaucoup. Vous voyez, il faudra encore très longtemps pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire que votre rêve pour le réaliser,
En tant que directeur adjoint du Musée national, je vous exprime d'abord mon respect pour vos 13 ans de travail. Merci. Le problème dont il a parlé reflète son expérience acquise auprès du public. Il s'agit là du respect du public à l'égard du musée, à l'égard de la culture. Comment comprendre cela? Par exemple, en Occident, les églises sont très respectées, mais on peut y célébrer les mariages. Et pour parler franchement, à l'occasion de mes coopérations avec les musées italiens et français et d'autres pays étrangers, à de nombreuses reprises, on déjeunait ou dînait dans des salles d'exposition. Et là, entouré de peintures connues dans le monde entier, on pouvait quand même boire et manger, et même allumer des bougies. Évidemment, c'est impossible au Musée national de Chine. Mais il y a des choses qu'on peut réaliser. Par exemple, des noces. Ce sentiment solennel provient du respect des gens à l'égard de cet espace. Les noces n'auraient pas lieu aux heures d'ouverture, mais le lundi, quand le musée est fermé. Du coup, ce ne serait pas irrespectueux envers la culture. Tout au contraire, cela marquerait la mémoire des gens en la matière. Vous avez parlé de beaucoup de problèmes, comme vous les avez mentionnés. J'en suis très content. Mais moi-même, je n'ai pas le cœur à en parler. En fait, j'en ai vu plus que vous. Par exemple, des élèves jouent aux cartes là-bas. J'ai demandé aux gardiens de chercher leurs enseignants pour savoir de quelle école ils venaient. Pourquoi jouaient-ils aux cartes? J'espérais que les enseignants y prêteraient attention. J'ai publié un billet sur Weibo, mais beaucoup de gens m'ont critiqué. Ils disaient, quelle loi interdit de jouer aux cartes au musée? Comment leur répondre? Il n'y a rien à dire, et c'est ça, notre réalité. Mais malgré tout, le nombre de visiteurs a augmenté. Notre musée a été créé, s'est développé, s'est renforcé. Je crois qu'on doit être patient. On doit être patient pour l'amélioration du niveau de civilité des citoyens. Visiter le musée lui-même fait partie de l'éducation culturelle. Depuis notre génération et celle de nos enfants, faisons des efforts. Vous avez quel âge? J'ai 32 ans. J'ai commencé à 19 ans. Il est plutôt âgé, on a des petits comme ça. On a formé des enfants présentateurs. J'ai encore une petite question. C'est pour les petits derrière moi. J'ai fait des présentations dans beaucoup d'expositions, surtout pour les enfants. Dans ces expositions, les cartels explicatifs sont mis très haut. Les enfants doivent les lire la tête levée. Pourquoi les enfants doivent-ils à chaque fois regarder aussi haut que leurs parents? Pourquoi ne pas laisser les parents s'accroupir et regarder avec les enfants? Est-ce qu'on a des projets comme ça, avec des conceptions et dispositions spécialement pour les enfants, et même plus d'expositions approfondies et éducatives? Merci. C'est une très bonne question. Elle concerne non seulement les enfants, mais aussi les services destinés aux handicapés. C'est une question commune à tous les services culturels publics. Les musées doivent faire face à diverses personnes qui demandent des services variés. Mais il est difficile de tout réaliser dans une exposition. Donc, dans le futur, on pourra essayer des améliorations sous d'autres aspects. Par exemple, l'année dernière, on a fait une exposition sur les peintures originales de Disney. Tout a été conçu pour les enfants, que ce soit la hauteur des cartels ou d'autres éléments. Toutes les sections, y compris les contenus, visaient les enfants. On pourrait organiser dans le futur davantage d'expositions thématiques pour que les enfants puissent connaître telle ou telle histoire ou un genre spécifique de culture. Depuis peu, on est en train de construire une classe occupant un étage de l'ancien musée. Je pense qu'une fois achevée, elle sera probablement la plus grande classe du monde dans un musée.
En parlant du rêve chinois, vous avez utilisé des mots qui m'ont beaucoup touché, comme triste. En fait, pour moi, votre rêve chinois est très simple. Vous voulez seulement qu'on enlève les barrières. Nous, les gens ordinaires, on veut soutenir votre rêve chinois. Mais je ne sais pas où investir nos efforts. Par exemple, dois-je répondre à des articles quelque part? Ou dois-je faire autre chose pour que votre vœu se réalise au plus vite? Donnez-moi des indications. Je vais vous aider. Pourquoi je suis triste en parlant de tout ça? En fait, j'ai visité des musées de pays émergents. Par exemple, dans un musée brésilien, il n'y avait pas de climatiseur. Il faisait très chaud à l'intérieur, c'était insupportable. Mais les immenses poteries de ce musée sont toutes exposées telles quelles, sans barrière, sans vitrine. J'étais stupéfait en les voyant ainsi. Je me disais, c'est impossible. Sans barrière, les enfants peuvent facilement entrer dedans. On a aussi des objets exposés sans barrière. Par exemple, des statues en bronze dans le hall, des objets modernes. Ils ont jauni à force d'être touchés. Tout le monde aime les toucher. Le poste de directeur de musée le plus difficile au monde est celui du Musée national de Chine. Si l'on interdit les photos, le public est mécontent. Si l'on autorise les photos, il est toujours mécontent. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'exposition de 10 chefs-d'œuvre de la peinture française. Le premier jour, les photos étaient autorisées, mais le deuxième jour, non. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi hier je pouvais prendre une photo et aujourd'hui c'est interdit. Parce que la veille, il s'était passé quelque chose de terrible qui nous effraie encore aujourd'hui. Devant l'œuvre la plus importante d'Édouard Manet, les visiteurs étaient très nombreux, agglutinés. Quelqu'un prenait une photo et barrait la vue des autres. On lui a demandé de partir en le poussant, de sorte que sa main a touché le cadre du tableau. S'il avait touché le tableau, ça aurait été une catastrophe. Donc on a interdit les photos immédiatement. Mais cette mesure d'urgence a irrité des visiteurs. Ils nous disaient sur Internet que les photos étaient autorisées dans tel musée de tel pays, pourquoi pas dans le nôtre? Plus tard, on n'a pas eu le choix. Pour satisfaire le public, on a autorisé les photos. Mais cela posait beaucoup de problèmes. Beaucoup de visiteurs, dès l'entrée, ne pensaient qu'à prendre des photos et négligeaient les œuvres. Je vous propose de ne pas prendre de photos quand vous êtes au musée, parce que la photo que vous prenez, sa définition n'égale pas celle des photos sur notre site officiel. Vous pouvez les télécharger. Les photos de votre téléphone ne sont pas bonnes du tout. Oui, et puis surtout, vous ne regardez pas les photos chez vous, c'est sûr. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est très difficile pour nous. Par exemple, si vous allez au Louvre, vous regardez la Joconde, vous prenez aussi des photos. Ça ne sert à rien. C'est presque impossible. Les photos sur Internet sont de très haute définition. On peut même voir chaque fissure. À quoi bon prendre des photos? Ça ne sert à rien, non? Vous devez prendre le temps pour admirer l'œuvre. Je trouve que c'est stupide de prendre des photos au musée. Que vous preniez des photos de vous à l'intérieur du musée ou à l'entrée du musée, c'est toujours vous, c'est pareil. Une photo à l'entrée prouve aussi que vous y avez été. Pas besoin d'en prendre à l'intérieur. Donc dans les salles d'exposition, c'est stupide. Merci. Bien, merci. Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez combiner l'éducation et les loisirs. Alors j'ai une question pratique. Si je veux donner rendez-vous à une fille au musée, comment faire pour que ce soit réussi? Monsieur Chen a-t-il dit qu'il voulait que vous donniez des rendez-vous galants au musée? Vous avez une petite amie? Pour l'instant, non. Non? Alors écoutez, cela augmentera vos chances de 20%. Mais Monsieur Chen, vous êtes trop prudent. À mon avis, 50%. Dites-lui de venir vous retrouver au musée national, devant le chaudron Homuwu, dans la salle des bronzes anciens, avec un journal dans la main. Succès garanti. C'est une fille que j'admire. Elle étudie les beaux-arts, je crois. Pour notre rendez-vous au musée, j'ai cherché pas mal d'informations sur l'exposition pour pouvoir bien lui en parler. À propos d'un objet, nous avons tous deux parlé de tous les aspects, de son contexte historique et culturel, de sa forme, sa couleur. Mais quand on a dit chacun son opinion, aucun n'a pu convaincre l'autre. Et c'était fichu. Donc je me demande si ma façon de donner rendez-vous au musée était la bonne. Non, mauvaise stratégie. Vous avez parlé avec une étudiante aux Beaux-Arts des antiquités, de leur valeur artistique. Oui, et c'était un bronze surtout. Vous auriez dû lui parler de choses qu'elle ne connaît pas. Vous avez raison, vous êtes génial. C'est un problème de méthode. Exactement. Écoutez, vous êtes passionné du musée. Après l'émission, donnez-moi vos coordonnées.
Il y a beaucoup de filles dans notre musée. Elles sont toutes brillantes. Je vais en chercher une pour vous. Et pire encore, où on se donne rendez-vous? Au musée. Vraiment? Je travaille là-bas tous les jours. Je vous donne un conseil. Faites ça en 2 étapes. D'abord, rendez-vous au musée. Ensuite, rendez-vous au magasin. Comme ça, vous créez un équilibre. Ça pose des problèmes si c'est toujours au musée. Votre musée a aussi une boutique de souvenirs. Oui, il en a aussi. Alors la deuxième fois, rendez-vous à la boutique de souvenirs. Bref, il doit dépenser de l'argent, sinon ça ne va pas. J'ai compris, j'ai compris. Mon père travaille au musée militaire et ma mère au musée national de Chine. Donc on peut dire le musée fait partie de la famille. Mon père colle des papiers découpés aux fenêtres à chaque nouvel an chinois. Normalement, on colle le papier découpé au centre à vue de nez. Mais lui, non. Il cherche d'abord la diagonale avec une règle. Ça n'a rien à voir avec son travail au musée. Il est peut-être du signe de la Vierge. Non, il est du signe du taureau. Je crois que cela a un rapport avec le musée. Ils font comme ça quand ils posent des objets anciens. Ils mesurent le point central. Vous supportez ça? Les papiers découpés ont beaucoup de trous. Mon père coupe le ruban adhésif double face en petits morceaux carrés, les colle sur le papier, puis enlève chaque pellicule l'une après Quand l'autre. ils sont tous collés, le nouvel an est déjà passé. Je lui dis, papa, dépêche-toi, d'accord? C'est seulement du papier découpé. Et je dis à ma mère de le convaincre. Ma mère dit, laisse-le faire, je comprends parfaitement ce qu'il fait. Ils sont vraiment maniaques. Donc je voudrais savoir, monsieur Chen, êtes-vous aussi une personne très rigoureuse? Je suis différent de votre père. Je colle aussi des papiers découpés, mais je fais très vite. Parce qu'on n'est pas au musée. On n'a pas besoin d'être strict. Oui, oui. À la maison, on peut coller où on veut, mais sur beaucoup de choses, on est très strict. Vous avez des formations professionnelles? Oui, je suis très strict. Par exemple, sur une page internet, je regarde s'il y a des fautes d'orthographe, si la taille et le format de l'image sont corrects. Les gens ordinaires sont moins vigilants. Par exemple, quand j'ai su que j'allais participer à l'émission de Sa Beining, j'ai réfléchi à quels vêtements j'allais porter. Je peux aussi coller des papiers découpés comme un maniaque. Mais je me dis, pourquoi ne pas me détendre une fois par an? Et paf, c'est fait, c'est cool. Si comme votre père, je les collais un à un, Oui, il fait exactement ça. c'est un peu exagéré. Son père trouve ça cool. Il est trop exigeant. Il pense toujours qu'une chose, soit on la fait pas, soit on la fait parfaitement. Vous ne comprenez pas? Elle veut dire qu'on est plus rigoureux au musée militaire qu'au musée national de Chine. Je plaisante. D'après vous, vos parents apportent à la maison des habitudes de travail? Vous êtes habitué ou bien à mesure que vous grandissez, vous trouvez ça trop exigeant? Quand j'étais petite, je trouvais ça trop strict, trop rigoureux. Je ne comprenais pas. Pour moi, mon père est parfois un peu trop obstiné. Et pour ma mère, mon père est en effet une personne romantique. Et aujourd'hui, vous portez une chemise à fleurs. À petites fleurs. Des petites fleurs, ça donne une impression très poétique. Vous pensez comme une personne romantique? Je crois que je suis un peu plus romantique que votre père. Si vous n'étiez pas romantique, vous n'auriez pas rêvé qu'on célèbre des mariages au musée. Ça se voit très clairement, vous êtes au fond une personne très romantique. Je vais vous révéler un secret. Tout à l'heure, elle a demandé si Monsieur Chen était une personne romantique. Pour moi, c'est évident. Une fois, j'ai visité son musée des lampes à l'huile. À l'avant-toit du premier étage, il y avait des coins relevés comme ça. Et puis, il pleut beaucoup dans le sud. J'ai demandé comment faire s'il pleut. Ça serait trop humide. Monsieur Chen a dit, chaque fois qu'il pleuvait, je mets un tabouret en haut de l'escalier. Je m'assois dessus et j'écoute la pluie. C'est véridique. Les enfants, maintenant vous en savez plus sur le travail de Monsieur Chen. Quand il pleut, il s'assoit sur un tabouret pour écouter la pluie. Le père de Tiejeng est directeur de notre centre de recherche académique. C'est l'archéologue des métaux le plus connu de Chine. Elle a pris la succession.
Je travaille au musée de la Cité interdite depuis 3 ans. À mon arrivée, on nous a dit de nous charger de la porte d'Oin. On allait organiser une exposition numérique, une étude préparatoire du terrain, à la prise des mesures et la sélection des objets. Ça a mis presque 3 ans. Donc, je sais parfaitement la quantité de travail qu'il faut pour faire une exposition. En 2015, il y a eu énormément d'expositions sur Van Gogh. Certaines d'entre elles n'impliquaient pas d'objets réels. Elles pouvaient avoir recours à la projection, aux diapositives, à des moyens de haute technologie. Sans objet réel, le processus est beaucoup plus simple. Après l'ouverture de ces expositions, elles ont attiré une grande attention. Et en même temps, des musées ont fait beaucoup d'efforts pour organiser des expositions avec des objets réels. Elles sont pourtant moins visitées. Donc parfois, je suis un peu déprimée. Je voudrais savoir si le service qu'on donne au public n'est pas assez bon, si l'on ne répond pas à leurs attentes. Taejung a posé une très bonne question. Je crois que sur cette question, on doit donner une réponse au public. À cette époque de gigantesques masses de données informatiques, beaucoup de gens se demandent si les musées physiques disparaîtront un jour parce qu'on peut voir en ligne des antiquités en haute définition, des salles à 3 dimensions. Mais dans le monde entier, les vagues de construction de musées se succèdent l'une après l'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le sentiment d'être là est irremplaçable. On avait envisagé une exposition sur Vincent Van Gogh en 2015. L'ambassade des Pays-Bas nous avait donné une liste de 20 œuvres, mais il n'y avait ni l'autoportrait de Van Gogh, ni les tournesols, bref, aucun de ces chefs-d'œuvre. Si cette exposition de Van Gogh n'avait pas le poids qu'elle méritait, c'était manquer de respect envers le public. Il nous aurait reproché d'avoir abusé du nom de Van Gogh, puisqu'il n'y avait ni ceci ni cela. Alors on a négocié avec eux. Je leur ai demandé de fournir au moins 50 tableaux, mais les négociations n'ont pas donné de résultat. À ce moment-là, le conseiller culturel de l'ambassade néerlandaise, qui est l'un de mes amis, a dit « Si le musée Van Gogh seul ne suffit pas, pourquoi ne pas rassembler les collections de plusieurs musées néerlandais ?» J'ai dit « Bonne idée ». Je suis allé aux Pays-Bas spécialement pour ça, au musée Kröller-Müller. Le musée Kröller-Müller possède la deuxième plus riche collection d'œuvres de Van Gogh, juste après le musée Van Gogh. J'ai vu son directeur, il est très sympa. Il a dit qu'il coopérait chaque année avec au moins 10 musées dans le monde, mais pas encore avec la Chine. En me voyant sur place, il était très content. Il a dit qu'il voulait bien coopérer avec notre musée. Mais, et ce mais m'attriste encore, il a dit « Mais nos projets de coopération sont programmés jusqu'en 2018. Et chaque fois, on ne peut prêter que 2 œuvres. » À ce moment-là, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Beaucoup de gens m'ont dit que, faute de mieux, on pourrait faire une exposition numérique. J'ai dit qu'on ne ferait pas ça. Si le musée national de Chine faisait ça, ce serait une honte. Ce serait salir notre réputation. Parce qu'un musée doit exposer des œuvres originales. Si l'on faisait une exposition numérique, la solennité du musée serait mise en cause. Cette solennité nous rappelle à tout moment ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Maintenant, les Chanifi sont très abouties. Oui. Elles restituent le son tel quel. Mais il faut toujours aller au concert pour ressentir l'ambiance sur place. C'est différent. Il y a aussi un autre phénomène. Ces dernières années, le Musée national de Chine a accueilli beaucoup d'expositions étrangères. J'ai aussi des amis qui disent sur WeChat « Ah, c'est la 3e fois que je vais au Metropolitan Museum. Ah, les expositions du Louvre sont exceptionnelles. Il n'y a rien à voir en Chine. » Je voudrais vraiment leur demander « Qu'est-ce que vous avez vu en Chine? On a tant d'expositions exceptionnelles. Pourquoi pensent-ils toujours que les expositions sont meilleures ailleurs ?» En restant objectif, je peux citer beaucoup d'expositions que je trouve de classe mondiale. On a organisé une rétrospective de sculptures d'Auguste Rodin. Son niveau était supérieur à celui du Musée Rodin à Paris, bien que nos œuvres exposées venaient de là-bas.
Pour l'exposition du Metropolitan, on a construit une porte dans le couloir de la salle d'exposition. C'était comme devant l'entrée du Metropolitan. On a proposé pour la première fois un audio-guide avec code QR, en chinois et en anglais. Cela n'existe pas même au Metropolitan. Donc on est les plus avancés sur beaucoup de plans. Mais beaucoup de gens l'ignorent. Ils ne sont jamais venus et ne l'ont pas expérimenté. Pendant 5 ans, de la culture américaine à la culture océanique, australienne ou africaine, on a fait des expositions thématiques. Si on les met ensemble, je crois que même le Metropolitan Museum et le Louvre ne nous égaleraient pas en termes d'ampleur d'exposition. En fait, ça n'a rien à voir avec les musées. Ils veulent seulement vous dire « je suis à New York, je suis maintenant à Paris ». En fait, c'est une manière de se mettre en avant, de se vanter d'un voyage quelque part. Si l'on n'a pas fait son enquête, on n'a pas le droit d'en parler. Si vous doutez vraiment de la qualité de notre musée, il y a une méthode. Allez le visiter et faites des suggestions après votre visite. Je pense que tout le personnel du musée vous accueillera et vous écoutera attentivement. Enfin, je conseille vraiment à Zhou Fengfan de chercher une fille du musée. Ça vaut vraiment la peine de chercher une fille qui travaille au musée. Si vous allez tous les jours au musée, vous devez veiller à votre apparence, à votre comportement. Vous serez plus beau, plus élégant. Vous regardez les antiquités. Vous devez chercher des documents. Vous aurez plus de connaissances. Donc, très facilement, vous deviendrez, merci, une personne de beauté et de talent. Voyez Monsieur Chen, par exemple. Je crois qu'on est tous attirés par son côté cultivé. Je veux vous dire que selon moi, c'est le cadeau le plus spécial que le musée nous donne. Merci. Vous avez dit que le nombre de visiteurs avait atteint 7,66 millions en 2014. En apparence, c'est vrai que c'est beaucoup, mais la population chinoise est si grande. Par rapport à ce chiffre, la proportion est en fait très faible. Maintenant, beaucoup de jeunes dans des émissions de divertissement regardent les stars jouer à des jeux dans un musée. On va au cinéma regarder La Nuit au musée. Mais pourquoi on ne va pas au musée et on n'aime pas les musées? J'ai dit tout à l'heure que j'étais fier que le nombre de nos visiteurs se classe à la 2e place mondiale. La deuxième. Parmi les 7 millions de visiteurs, il y a des étrangers du monde entier, mais aussi des Chinois. Mais la capitale chinoise a une population de 20 millions d'habitants. Et si ces habitants, ou la moitié, ou encore moins, 1/5 venaient au musée, nos visiteurs dépasseraient vite les 10 millions. J'ai dit que le Louvre occupait la première place. Son chiffre est proche du nôtre, c'est 8 millions. Mais les Parisiens sont beaucoup moins nombreux que les Pékinois. Les Français sont beaucoup moins nombreux que les Chinois. Parmi les visiteurs étrangers du Louvre, les Chinois sont les 2e plus nombreux parmi les visiteurs étrangers. Je peux vous affirmer que parmi les millions de visiteurs chinois au Louvre, la plupart ne sont jamais allés au Musée national de Chine. S'ils travaillent ou viennent en voyage à Beijing, ils ne vont pas au Musée national. C'est le cas du musée national, mais les musées provinciaux ou municipaux ont encore moins de visiteurs. Donc on doit commencer maintenant. On doit former notre public, former chez eux un attachement. On doit utiliser des formes variées. On doit avoir le meilleur café. On doit avoir la meilleure librairie. On doit concevoir les meilleurs souvenirs. On peut même laisser les jeunes célébrer là-bas leur mariage, afin que plus de gens connaissent le musée, entre musées. Je peux voir vos chaussettes? Elles sont noires. Je sais que vous voulez savoir si j'en porte des rouges. Parce que notre réalisateur est allé vous voir chez vous, et à son retour, il a dit que vous portiez des chaussettes rouges. Et on sait que c'est l'année de votre signe. On vous a préparé un petit cadeau. Merci. Un cahier rouge. Ce cahier rouge, avant votre discours, on a invité les spectateurs sur le plateau à exprimer leurs idées sur le musée. Certains ont fait un dessin, d'autres ont donné des conseils, certains ont conçu un billet d'entrée, il y a un peu de tout. Regardez, ça c'est un billet d'entrée du Musée national de Chine spécialement conçu. Ils ont exprimé de manière différente leur amour pour le musée. Pouvez-vous me donner un autographe? Et les frais de taxi, remboursez-les-moi aussi. C'est un petit cadeau.
Chaque jour, on peut venir au musée. Les portes du musée sont ouvertes à tous. L'héritage commun de l'humanité et les pays natals de l'humanité sont au musée, qui gardent en mémoire nos racines, le lieu d'où l'on vient. Ainsi, on saura mieux où l'on va. Merci encore une fois à Monsieur Chen pour son excellent discours. Merci.